Bonjour et bienvenue sur le podcast de Kimamori qui vous propose de découvrir ou redécouvrir les œuvres littéraires d'hier et d'aujourd'hui, leurs auteurs et leurs traducteurs, par le texte et dans l'oralité. Nous avons le grand bonheur cette semaine de nous plonger dans l'œuvre de Patrick Deville et d'entendre des extraits de ses 9 romans sans fiction déjà parus dans le cadre du cycle Abracadabra et lus par le comédien Denis Lavant. Écoutons aujourd'hui un extrait de Taba Taba, paru en 2017, puis un extrait de Peste et choléra, paru en 2012. Taba Taba. Personne n'aurait su me convaincre alors, assis à mon chevet sur une chaise auprès de ma carriole, que tout le malheur des hommes est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Je voulais sortir. On me l'interdisait. Je rageais. On eut la curieuse idée, pour me faire patienter, de m'offrir le tapis volant, dont je possède toujours l'exemplaire, livre pour enfants écrit par Mary Zimmerman, en anglais à New York, édité en version française à Amsterdam sans mention du traducteur. Chaque soir, la maman de Michel faisait la lecture à son fils. Une des histoires préférées était celle d'un prince qui possédait un tapis magique. Il suffisait de dire « abracadabra » pour que le tapis s'élevât dans les airs et le conduisit où il le désirait. Mais tout cela se passait loin de là, en Perse, où il y avait des califes, des mosquées et de hautes tours appelées minarets. Parce qu'on manquait parfois de lecteurs disponibles, et puisque je n'avais rien d'autre à faire que rêvasser pendant des heures en regardant le plafond, la sœur du baryton, Simone, dit Mon, institutrice, m'avait appris à le lire seule. On se souvient souvent du premier livre déchiffré. Il est amusant que Jeannot Lapin apparaissent dans des œuvres aussi éloignées dans l'espace et le temps qu'Au-dessous du volcan de Malcolm Lowry et Les Mémoires d'Outre-Tombe de Chateaubriand. Parfois, je jetais le livre au sol. Madame Payen, une pensionnaire qui veillait à mon côté, interrompait son tricot, le reposait sur ma carriole. Je le jetais de nouveau. C'est pourtant attendrissant, un petit enfant. J'étais un tyran. Prisonnier du plâtre et du lazaret. Parfois, des comédiens de la troupe ou des musiciens de l'orchestre venaient répéter devant le prince rachitique. La troupe travaillait l'adaptation d'un texte dont le titre semblait évoquer nos voisins, les marins pêcheurs de Mindine. Admis aux répétitions, pauvre petit monstre atteint de mégalomanie délirante et précoce, j'avais aussitôt regretté qu'une si belle histoire demeurât si confidentielle et éphémère. Exista le temps de quelques représentations, et cette histoire, que j'imaginais inventée par l'un des adultes de la troupe, peut-être même par l'un des pensionnaires du lazaret dont les propos curieux confinaient parfois à l'art dramatique, j'avais entrepris de la porter à la connaissance d'un plus vaste public en l'écrivant sur des feuilles pliées en deux, puis en fabriquant un livre en carton bleu cousu de fil rouge, ouvrage que je n'avais pas hésité à signer, puisque j'en étais après tout le rédacteur et le façonnier, et que personne, sans doute, ne savait qui était cet auteur insoucieux qui aurait mieux fait d'écrire cette histoire au lieu de la réserver à l'auditoire des détraqués, souvent peu attentifs, voire exagérément exubérants de notre hôpital psychiatrique. Les livres sont des rapaces
qui survolent les siècles, changent parfois en chemin de langue et de plumage et fondent sur le crâne des enfants éblouis. Des années encore, et je lirai cette phrase du journal d'un lecteur d'Albert Alberto Manguel pour Machado de Assis, de même que pour Diderot et Borges. La page titre d'un livre devrait comporter les deux noms de l'auteur et du lecteur, puisque tous deux en partagent la paternité. J'aurais dû co-signer Les Travailleurs de la mer avec Victor Hugo. Peste et choléra. Le fantôme du futur, le scribe au carnet en peau de taupe qui suit Yersin depuis Morges, qui est descendu au Dzierzon à Marbourg, au Lutetia à Paris, au Royal à Phnom Penh, au Majestic à Saigon, à présent au Long Bian Palace à Dalat, se dit que c'est assez agréable au fond de suivre cet homme-là. Les établissements sont de haut vol. Cet après-midi, il marchait au bord du lac. Depuis les années 30, une ville a donc surgi de rien sur le plateau verdoyant. Dalat a changé de maître et de peuple et pas de décor. Une manière de Bagnoles de l'Orne en Normandie ou de Cambo-les-Bains au Pays Basque. Ici, les 30 ans de guerre vietnamienne ont glissé comme de l'eau sur les plumes d'un canard, très loin des combats. Le scribe écrit ça dans son carnet ouvert sur le comptoir de bois verni, au milieu des journalistes arrivés de Hanoï et de Saigon par le train pour l'inauguration du lycée. On ne le reconnaît pas. Il se dit envoyé spécial de Paris Soir. On lui demande des nouvelles de la métropole, de Jean Gabin ou d'Arletty. Et si le Front populaire va l'emporter l'an prochain, il reste évasif. Le fantôme du futur ne commet aucune erreur. Son habillement est suffisamment intemporel, pantalon de toile et chemise blanche, cravate bleue, chaussures anglaises de bon cuir. Il connaît l'actualité comme s'il avait lu aux archives les journaux de la veille. Il sait l'avancement des sciences et des techniques, emploie la langue française sans néologisme aucun, un bon agent infiltré dans le temps des années 30. Il sortirait pourtant volontiers une Marlboro Light de sa poche, mais sait que la marque n'existe pas encore. Ou bien par excès de confiance ou d'alcool, il a oublié de couper son téléphone portable et prend la communication. C'est aussitôt l'attroupement autour de son tabouret de bar. L'émeute, on appelle la police. On l'accuse d'être un espion au service du Parti communiste indo-chinois fondé 5 ans plus tôt par Ho Chi Minh. Les gardes du corps se rapprochent de l'empereur, valet de l'impérialisme, et l'entourent. On oublie le vieil explorateur et son écharpe du dragon. Au commissariat, c'est pire. Le fantôme du futur avoue, explique, s'emberlificote, il prophétise, dit la prochaine guerre mondiale dans 4 ans, l'arrivée des Japonais et les Français dans les camps, le général Giap, chef des rebelles dans une suite du Long Bian Palace, Dien Bien Phu et la victoire de Ho Chi Minh, la guerre du Vietnam et la défaite des Américains, l'arrivée des Soviétiques. On le ceinture, une piqûre, c'est la camisole. Toi, mon bonhomme, t'es pas près de revoir Paname. Arthur et Alexandre. Le téléphone n'a pas sonné. Le fantôme est monté dans sa suite. Il emplit la baignoire en fonte aux pattes de lion éthiopien, dénoue sa cravate, enclenche le ventilateur de cuivre jaune.
Sur le bureau, un livre de Leonardo Sciascia dans lequel une phrase est soulignée. La science, comme la poésie, se trouve, on le sait, à un pas de la folie. Sur le lit des notes éparpillées, des lettres aux deux mères, Vitalie et Fanny, aux deux sœurs, Isabelle et Émilie, des lettres à l'écriture rapide dans lesquelles il est toujours question de partir, de s'en aller, d'acheter un cheval ou de passer commande, sextant, théodolite, baromètre, anéroïde, traité de mécanique et manuel de terrassement, de minéralogie, de chimie. L'un assemble la plus grande bibliothèque scientifique de l'Annam et l'autre la plus grande bibliothèque scientifique de l'Abyssinie. Le fantôme pourrait écrire en parallèle la vie de ces deux-là, la vie longue de l'un et la vie brève de l'autre. Le Langbian Palace est un îlot de temps suspendu, aujourd'hui Dalad Palace, sans qu'on lise vraiment dans ce changement le passage du capitalisme au communisme, et que peut-être on n'osa pas, après l'indépendance, rebaptiser Ho Chi Minh Palace, du nom de celui qui passa une grande partie de sa vie dans les campements précaires, ni de celui de son général Giap, qui pourtant y logea pendant les négociations avec les Français. La robinetterie de laiton Verdi, bientôt centenaire, est toujours vaillante. Les tapis persans sont propices au déplacement dans le temps comme dans l'espace, à la rêverie géographique et démographique. Allongé dans l'eau chaude, le fantôme du futur allume une cigarette et entend le vent balayer les arbres du parc. 7 milliards d'hommes peuplent aujourd'hui la planète, quand c'était moins de 2 au début du XXe siècle. On peut estimer qu'au total, 80 milliards d'humains vécurent et moururent depuis l'apparition d'Homo sapiens. C'est peu. Le calcul est simple. Si chacun d'entre nous écrivait ne serait-ce que 10 vies au cours de la sienne, aucune ne serait oubliée. Aucune ne serait effacée. Chacune atteindrait à la postérité, et ce serait justice. Une tombe n'est rien, mais un tombeau. Écrire une vie, c'est jouer du violon sur une partition. Vous venez d'entendre des extraits de Taba Taba et de Peste et choléra de Patrick Deville, lus par Denis Lavant. Demain, vous pourrez écouter des extraits de 3 autres romans du cycle Abracadabra, tous disponibles aux éditions du Seuil. Denis Lavant est comédien et interprète. Formé au conservatoire, il a été révélé au cinéma par les films de Léos Carax, dans Mauvais sang, Les Amants du Pont-Neuf ou encore Boy Meets Girl. Sa filmographie et les personnages qu'il a incarnés sur scène se comptent par centaines. Il a interprété les grands textes littéraires de tous les temps sur scène et en lecture audio. Patrick Deville est écrivain et directeur littéraire de la MIT, Maison des écrivains étrangers et traducteurs. Auteur d'essais et de romans, il est lauréat de nombreux prix littéraires, dont le prix féminin pour Peste et choléra et le Grand Prix de l'Académie française pour l'ensemble de son œuvre. Chères auditrices, chers auditeurs, n'hésitez pas à consulter notre site internet kimamori.fr, nous suivre sur les réseaux sociaux
et nous serions très heureux de vous voir rejoindre notre communauté de lecteurs en adhérant à notre association.